Il est midi sur CNews, ravi de vous retrouver. Avant de développer les titres qui font l'actualité de ce mercredi, je vous présente mes deux invités qui vont réagir à l'actualité, justement. Sarah El Haïry, bonjour, vous êtes députée de Loire-Atlantique et porte-parole du Modèle. Et face à vous, Geoffrey Bollé, bonjour, vous êtes directeur de cabinet de Florian Philippot, qui est, on le rappelle, président du parti Les Patriotes. Et à la une de l'actualité, plus que 6 départements placés en vigilance neige-verglas, vigilance orange. Ça concerne le nord-est de la France. La neige n'a pas tenu à Paris, mais il y a encore 10 cm à Lille. Nous irons retrouver aux abords de la Nationale 118, cette bête noire des automobilistes. Sybille Delettre, la Nationale 118 doit rouvrir dans quelques instants. C'est une mauvaise nouvelle pour votre portefeuille. Attendez-vous à voir vos dépenses alimentaires augmenter ce vendredi. La nouvelle loi sur l'alimentation qui entre en vigueur va faire grimper les prix en moyenne de 6,3%. Les détails dans cette édition avec Éric de Ritmaten. C'est sa toute première interview depuis son arrestation le 19 novembre. Depuis sa prison à Tokyo, Carlos Ghosn dénonce un complot et une trahison de la part des dirigeants de Nissan. Une interview accordée au quotidien économique japonais Nikkei. Et puis à l'aube d'une nouvelle journée de manifestation au Venezuela, le président vénézuélien Nicolás Maduro se dit prêt à négocier avec Juan Guaidó qui s'est autoproclamé le 23 janvier président par intérim. Alors y aura-t-il une nouvelle élection présidentielle? Eh bien nous poserons la question dans un instant à Harold Iman, notre spécialiste des relations internationales. A tout de suite. Et à l'heure où je vous parle, il y a 6 départements encore en alerte orange, neige-verglas ce matin. La tempête Gabrielle a touché, on vous le rappelle, la côte atlantique avec des vents violents allant jusqu'à 132 km/h hier et des coupures d'électricité. À Paris, la neige n'a pas tenu, contrairement au nord de la France. On fait un point complet tout de suite sur la situation sur tout le pays avec Fanny Veil. Le jour n'est pas levé et la couche de neige est encore épaisse en Île-de-France. La circulation de certaines lignes de bus et de trains est brièvement perturbée par les centimètres de neige accumulés dans la nuit. La route nationale 118, axe habituellement très fréquenté de la région, a été fermée hier à partir de 15 h. À Vélizy, les voitures et les rues sont entièrement recouvertes de neige. Les automobilistes prennent leurs dispositions. Je suis en train de s'offrir dès le matin, avant de commencer le boulot. Je me suis dit je vais descendre comme d'habitude, je vais déneiger, c'est pas la première fois donc voilà. Les neiges, j'attends un petit peu et puis je vais voir si je peux rouler, sinon je remonte chez moi. On va faire avec, on va faire attention, puis voilà. Même constat à Lille, où 10 cm de neige se sont accumulés cette nuit. Ce matin, les flocons tombaient encore. Les transports scolaires sont suspendus et les autorités appellent à la plus grande prudence sur les routes. Pour l'heure, plusieurs départements du nord et de l'est sont encore en vigilance orange, neige et verglas. La tempête Gabrielle se déplace vers l'est du pays. Elle quittera progressivement la France pour toucher l'Allemagne. Et la conséquence de cette tempête Gabrielle, la circulation est particulièrement perturbée, je vais y arriver, en Ile-de-France. La Nationale 118, axe routier très fréquenté par les franciliens, est fermée depuis hier. On va retrouver sur place Sybille Delettre. Sybille Delettre, la Nationale 118 doit bientôt rouvrir cet après-midi, c'est cela ? Et oui, effectivement. Et pour l'instant, c'est une image très inhabituelle. Pas une seule voiture à l'horizon sur cette Nationale 118, habituellement très fréquentée. Elle a été fermée, comme vous le disiez, par principe de précaution hier à 15 h. On se rappelle qu'en février 2017, 2000 personnes étaient restées coincées sur cet axe après un épisode neigeux similaire à celui qu'on a connu hier soir. C'est donc la précaution qui a prévalu cette nuit. Et depuis cette nuit et ce matin, les services de la direction régionale des routes se sont activés pour dégager les routes. Ils ont dû libérer et retirer des arbres qui étaient tombés sur la route pendant la nuit. Et les déneigeuses sont passées. Vous le voyez maintenant, il n'y a plus de neige. La route est prête à être réouverte. Elle va d'abord rouvrir dans quelques minutes dans le sens province-Paris. Et la réouverture totale est attendue d'ici 13 h. Merci Sybille et merci aussi à Fabrice Elsner qui vous accompagne. Allez, maintenant on va vous parler d'économie avec une question dans l'actualité de ce mercredi. Est-ce une petite bombe à retardement? La nouvelle loi sur l'alimentation va faire grimper les prix en moyenne de 6,3% et cela à partir de vendredi, Éric de Ritmaten. C'est pas bon pour le pouvoir d'achat? Ah non, ça n'est pas bon pour le pouvoir d'achat. Il y a une liste de 24 produits qui est publiée ce matin par nos confrères du Parisien et à partir de vendredi, donc le 1er février, certains produits donc risquent de voir
voir leur prix s'enflammer, s'envoler. Pourquoi? Eh bien, à cause de la nouvelle loi alimentation qui a été votée en octobre dernier. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, cette loi, vous vous en souvenez, elle va protéger les agriculteurs. Et donc, qui dit protéger les agriculteurs, dit protéger leurs revenus. Et donc, cela aura un impact sur les prix de vente de la grande distribution, hypermarché, supermarché. Ce qui fait que si un hyper achète pour 100 € de produits, il sera obligé de les revendre au-dessus de 110. Vous voyez, il y a une marge fixe de 10%. De même, il n'y aura plus de rabais abusifs, pas plus de 34% par rapport au prix d'achat. Alors du coup, regardez ce que ça va donner. On a pris la liste du Parisien ce matin. Le lait Gigose pour bébé, plus 8%. Il va passer de 15,25 € à 16,48 €. Quelques exemples. Yaourt Danone, plus 6%. Les chocolats en poudre, plus 9,3 % et le camembert, plus 8,6 %. Alors, selon l'étude de terrain qui a été faite, il y a 25 000 références dans un hypermarché. Eh bien, 1000 articles pourraient augmenter. Et pour éviter ce dérapage, le gouvernement va convoquer le secteur agroalimentaire la semaine prochaine. Eh bien, d'abord pour que chacun fasse un effort et puis surtout qu'on respecte l'esprit de la loi, c'est-à-dire protéger les agriculteurs. Merci Éric de Rimaten. On en parle avec nos invités. Vous intervenez d'ailleurs quand vous voulez. Sarah El Haïry. Donc Éric l'a dit, l'objectif de cette loi, c'est de mieux protéger, de mieux rémunérer nos agriculteurs. En même temps, est-ce que ça ne risque pas de rejeter encore un peu d'huile sur le feu en pleine crise sociale des Gilets jaunes? Absolument pas, au contraire. Pourquoi? Au contraire, parce qu'aujourd'hui, sur les ronds-points, qu'est-ce qu'on a pu entendre également? C'est que les agriculteurs ne vivaient pas dignement de leur rémunération, de leur salaire. On voit le degré et la quantité malheureuse de suicides. Et il faut revenir à l'essence de cette loi. Cette loi, elle est faite pour quoi? Mieux manger. Manger plus français, dans nos cantines avoir du bio et des produits locaux. Et finalement, c'est permettre aux agriculteurs une rémunération digne. Et est-ce que les Gilets jaunes vont l'entendre, ça? Psychologiquement, est-ce qu'ils vont être capables de faire la part des choses? Mais bien sûr, puisqu'ils sont aussi dans nos territoires ruraux, parce que finalement, la meilleure manière de consommer, c'est d'aller dans une AMAP, c'est d'aller directement auprès du producteur, c'est manger des produits français, produits chez nous, parce que c'est comme ça qu'on répond, à ce besoin de mieux manger correctement. Et ce qu'on a vu dans les produits qui augmentent potentiellement, c'est le bras de fer entre les négociants, en fait, les distributeurs et la grande distribution. Je suis désolée, mais jusqu'à la preuve du contraire, le Nutella n'est pas fabriqué en France. Et finalement, qui l'augmente? J'ai envie de dire, notre responsabilité, c'est de manger sainement, le plus sainement possible, et que les personnes les plus précaires ne soient pas condamnées à manger les mauvais produits. C'est ça aussi la réalité. Moi, j'ai noté aussi, alors l'abus d'alcool est bien évidemment dangereux pour la santé, le pastis 9,9%, 5% aussi pour le coca d'1,25 litre. Geoffrey Bollé, ça vous inspire quoi? Je vous voyais sourire à ce que disait Sarah El Haïry. Vos intentions sont gentilles et on peut tous les partager, manger français, manger bio, manger bien, sauf que cette loi n'y répond absolument pas. Là, on a vraiment l'exemple type du gouvernement d'amateur qui a voté une loi perdant-perdant, parce qu'il n'y a en réalité aucune garantie pour protéger le revenu des agriculteurs, puisque vous le savez, comme l'agriculture relève de la politique agricole commune, que les agriculteurs, non mais laisse-moi terminer madame, que les agriculteurs sont dans un système d'hyper-concurrence à l'intérieur de l'Union européenne. On a encore vu là les derniers scandales de vaches malades polonaises qui peuvent venir. Donc de toute façon, le revenu des agriculteurs ne sera protégé que le jour où la France aura une politique agricole française et donc qu'on en sera sorti de l'Union européenne. Et vis-à-vis des consommateurs aujourd'hui, évidemment, ça va se traduire par une hausse des prix. Évidemment que ça va alimenter encore plus la colère des Gilets jaunes, qui est légitime, puisqu'il y a un problème terrible de pouvoir d'achat en France, à la fois parce que les prix augmentent et parce que les revenus, eux, n'augmentent pas, ne suivent pas. Il est là le cœur du problème. Et donc, c'est l'exemple type du gouvernement d'amateur qui fait une loi, finalement, qui n'a que des effets négatifs et qui vraiment, j'en reviens sur vos intentions premières, qui est manger français, manger bio. Vous ne pouvez pas le faire dans le cadre de la politique agricole commune, qui interdit, par exemple, tout simplement de faire du protectionnisme intelligent et de favoriser les productions françaises dans les cantines, qui interdit de subventionner correctement par rapport aux intérêts français à l'agriculture, puisqu'à chaque fois c'est le fruit de négociations au niveau européen, et qui a mis dans une panade mais terrible l'intégralité des éleveurs, des producteurs, etc., en faisant sauter par exemple les quotas de lait, les quotas de porc, etc. Donc cette politique agricole commune est une catastrophe, et là vous essayez avec des petites rustines, mais cette loi donc qui est mauvaise, je vous l'ai dit, puisque les effets sont négatifs, vous essayez de réparer ce que vous ne pouvez pas réparer, puisque les choses ne se décident pas au niveau français. Alors Sarah El Haïry, vous allez lui répondre juste, les distributeurs assurent eux qu'ils baisseront le tarif, et je parle sur le contrôle aussi d'Éric, des produits de marque de distributeurs Carrefour, Leclerc, Casino, et qu'il y aura des offres alléchantes. Vous y croyez? Oui, et je vais vous dire pourquoi. Parce que cette loi, et vous allez lui répondre. Exactement, par rapport à ce que je viens d'entendre, et c'est grave, parce que cette loi, elle a été construite avec les organisations syndicales des agriculteurs, parce que cette loi, elle a été construite entre les agriculteurs et l'État et les distributeurs. Ils ne vivront pas mieux demain, les agriculteurs français. Détrompez-vous, nous,
on a pris nos responsabilités. Cette loi, elle a été construite... Les prix augmentent. Moi, le bout de ma phrase, cette loi elle a été construite sur les territoires suite aux états généraux de l'agriculture. Et parce qu'elle a été construite avec les agriculteurs et pour les agriculteurs, mais avec autour de la table, vous savez qui? Les distributeurs, les grandes surfaces. Et finalement, c'était de dire comment on peut mieux négocier les prix, comment on fait que les prix soient plus respectueux de la production. C'est raté, mais madame. Vous vous trompez. Regardez de quoi on parle comme produit aujourd'hui. Non, mais écoutez ce que disent aussi les associations, les journalistes qui ont travaillé le sujet. C'est raté. Les conséquences, c'est une hausse des prix à la consommation. Éric de Ritmaten, journaliste éco, vous voulez intervenir? La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les grands distributeurs, les grands hypermarchés accepteront de baisser leurs marges, perdre de l'argent? Et actuellement, c'est quand même pas évident. Il faut bien voir que leurs résultats sont pas bons. Donc là, c'est plutôt eux qui pourraient être victimes si on veut protéger les agriculteurs, je pense. Alors, j'entends en fait ce que vous venez de dire parce qu'au moment de l'écriture de cette loi, effectivement, les marges des distributeurs aujourd'hui sont importantes. Et oui, ils ont la marge pour réduire une partie et faire un effort collectif. Pourquoi? Parce que c'est simple. Aujourd'hui, un citoyen est un citoyen acteur, consommateur responsable. S'il n'y a pas cette responsabilité de la part des distributeurs, alors il y aura un détournement potentiel de la consommation en allant vers les consommations directes, vers les AMAP et sur les territoires. Et finalement, c'est leur responsabilité aujourd'hui de mieux rémunérer et d'arrêter de serrer et d'aller trop loin avec les agriculteurs. Et on verra si les distributeurs, évidemment, vont honorer leurs engagements. On verra ça. Vous restez tous les deux avec nous. On va parler maintenant de la situation au Venezuela avec un président en exercice, Nicolas Maduro, qui se dit aujourd'hui prêt à négocier avec l'opposition. L'opposition, on vous le rappelle, menée par le président autoproclamé, le jeune Juan Guaido, qui a 35 ans. Alors, Harold Iman, des négociations avec l'opposition semblent possibles. Mais alors, quid de la tenue d'une présidentielle? C'est possible ou pas? Non, parce que Nicolas Maduro l'a déjà écarté. Et je voulais montrer deux petits faits cartographiques sur ce pays. Tout d'abord, il y a plus de 10% de la population. Enfin bon, ça c'est déjà la carte du monde qui s'est divisée en deux. Voyez, en vert, ceux qui sont avec Guaido. Vert foncé, c'est à fond. Et vert clair, c'est on y arrive. Mais pas tout à fait encore. La France est en soutien prudent, c'est ça? Oui, oui. Mais ça pourrait changer d'ici la fin de la semaine si des élections ne sont pas annoncées. Et l'autre carte que je voulais vous montrer, qui est beaucoup plus parlante, je pense, c'est que depuis 2002, on a plus de 10% de la population est partie avec ses pieds. Ils ont voté contre. Donc, pourront-ils voter? Grosse question. Et voter pourquoi? Le Parlement a été invalidé par le régime. Le régime a décidé que le Parlement n'existe plus. Donc il dit, ah oui, Maduro dit, on va réélire ce que sous-entendu, j'ai aboli. Donc c'est pour ça que c'est un peu ridicule, parce que c'est la constituante qui a été élue de façon complètement irrégulière, avec des syndicalistes et des membres du parti et des comités populaires. C'est ça qui a élu la constituante, qui a 95% de chavistes et maduristes. C'est avec ça que lui, il légifère aujourd'hui. Donc c'est une offre vide, complètement vide. C'est pour ça que du côté Guaido, il dit moi, j'applique la Constitution, vous n'êtes plus effectivement le président. Bon, voilà, tout le monde un peu torture cette pauvre Constitution elle-même créée par les chavistes, mais quand même. Et il dit, voilà, je vous ai remplacé. Donc, il vous suffit de partir gentiment, je vous donne une amnistie. Et l'autre dit, parlons, parlons. Mais il a déjà parlé avec l'opposition à plusieurs reprises. Et ça n'a absolument rien donné. Ils se mettent ensemble dans une pièce, il sort et dit, je lui ai parlé. Donc, voilà, pour l'instant, Maduro, il compte sur la Russie, qui lui a prêté 17 milliards de dollars, sur la Turquie, la Corée du Nord, bon, ça ne peut pas lui servir vraiment, et puis la Chine, qui a prêté 60 milliards de dollars à l'industrie pétrolière vénézuélienne, qui ne cesse de descendre dans l'abîme, parce que tous les employés sont partis. Donc c'est des gens très qualifiés qui ne peuvent plus faire tourner les pompes, parce que c'est du mauvais pétrole qu'ils ont. C'est très difficile à extraire, c'est pas comme du pétrole saoudien. Donc voilà où on en est aujourd'hui, et la population qui ne cesse d'avoir insuffisamment de produits alimentaires, des médicaments en rupture de stock constant, des délestages électriques sans arrêt, eh bien, ils vont manifester de nouveau cet après-midi et samedi. Merci infiniment, Harold Iman, pour vos précisions. C'est toujours un plaisir de vous entendre. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, nous reviendrons évidemment sur cette tempête Gabrielle. Et la vigilance est maintenue pour 6 départements du Nord-Est. À tout de suite.